1943. L'horreur de la Seconde Guerre mondiale est à son comble. Cependant, la résistance s'organise face à l'occupation. L'espoir de libération grandit et le Conseil national de la résistance définit le 15 mars 1944 un programme d'action pour l'après-guerre. Visant à offrir un avenir meilleur au peuple de France, celui-ci prévoit de nombreuses mesures économiques et sociales telles que le vote des femmes, la création de la sécurité sociale, les comités d'entreprise, les nationalisations, dont celles des industries du gaz et de l'électricité. Novembre 1945, la guerre se termine enfin. Le général de Gaulle constitue un gouvernement avec la présence de ministres communistes. Parmi eux, Marcel Paul, résistant et déporté, devient ministre de l'Industrie. Face à des oppositions de tous ordres, il se bat pour l'aboutissement du projet de nationalisation conçu par le CNR. Le 8 avril 1946, la loi de nationalisation d'EDF et GDF est votée. Et le 22 juin, le statut national du personnel des industries électriques et gazières est institué par décret. Viennent ensuite, dès 1947, les activités sociales gérées par le personnel, avec le Conseil central des œuvres sociales, ou CCOS, et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, les CMCAS. La loi et le statut national prévoient leur financement par le prélèvement d'1% minimum des recettes d'exploitation d'EDF et GDF. Dès le début du XXe siècle, le personnel des industries électriques et gazières revendique un statut, en s'inspirant de celui du personnel de la ville de Paris, conquis lors de la Commune. Cette lutte, initiée par les gaziers, est soutenue par le syndicalisme naissant. Elle commence à Paris, puis s'étend progressivement à la banlieue et à la province, et porte enfin ses fruits lors des grandes grèves du Front populaire. Un statut est établi dans toutes les sociétés de gaz et d'électricité, préfigurant le statut unique et le statut national. Tandis que le patronat, pour obtenir l'adhésion de son personnel à ses objectifs, multiplie les œuvres sociales patronales, la classe ouvrière organise sa propre solidarité. C'est une formidable entraide ouvrière qui se structure, fortement appuyée par les organisations syndicales, en plein essor depuis la loi de 1884. Ainsi, dès 1934, les premières œuvres sociales gérées par les syndicats apparaissent. Et je vais m'arrêter 30 secondes sur 1937. C'est un congrès de la Fédération CGT de l'éclairage, elle s'appelait comme ça à l'époque, qui a lieu à Lyon, et il y a 4 décisions importantes qui ont été prises. Et les 4 décisions, j'y vois un lien commun. Première décision, c'est la revendication d'un statut national. Quasiment en 1936, toutes les ex-sociétés, je pense dans la région, avec l'énergie industrielle en particulier, il y avait une convention collective de haut niveau qui avait été obtenue par les luttes depuis très longtemps. Les premiers congés payés dans la corporation, c'est 1907. Les activités sociales sont là aussi à la fois résultantes des valeurs de solidarité, résultantes des luttes, 34 les premières œuvres sociales. Marcel Paul donne OK, j'indemnise 1% pour les anciens actionnaires, mais également 1% pour le personnel. Et voilà quoi, une vraie négociation donnant-donnant dans un débat parlementaire. Pour notre département, il faut savoir qu'à sa création, en 1947, il y avait 2 CMCS, une ANIM et une ALES. La plupart des militants qui se trouvaient à la tête de ces organismes, c'était des gens qui avaient été dans la résistance, ou bien qui avaient fait les camps, pour l'essentiel, pas pour tous. On peut citer pour Nîmes, il y avait Lénaud, il y avait Fayet, il y avait Arnaud, il y avait Doma, il y avait Rougerie qui a créé le Gazélec. À l'Est, il y avait Bozombe, il y avait Reynard, il y avait Maniel Raymond. Donc la CS de Nîmes, elle fut un peu éphémère, rencontrant certainement des problèmes de gestion, et elle fut transférée pour partie à Alès. Un personnage quand même, qui est Pierre Bozombe, qui a créé la CS quand elle s'est créée. Ah oui, il a créé la CAS dès la nationalisation, et il a été vraiment secondé par Madame Fix. Madame Fix était une comptable d'EDF.
Mais elle s'est investie pour mettre en place, après la nationalisation en 1946, on a commencé à travailler, à mettre, à voir quelle organisation. Il fallait étudier le statut pour voir comment on allait, parce que tout était bien, bien indiqué, et il a fallu quand même un travail assez long pour organiser la CAS, quoi, avec son personnel particulier, quoi. La nationalisation apportant la création des œuvres sociales nous a apporté encore plus. Et je me souviens, j'avais une collègue qui me disait « Oh, mais vous croyez, c'est pas possible, on ne peut pas nous donner ça. » Je lui disais « C'est le journal officiel. C'est écrit, le journal officiel le dit. Il faut bien que vous le pensiez que c'est vrai. » Et alors évidemment, comme nous étions jeunes, on regardait d'abord, et puis c'était la période, le nombre de congés auxquels on avait droit. On n'a jamais pensé à la retraite. Et oui, Il y avait deux CMCS. parce qu'il y avait deux centres. Il y avait deux centres. Il y avait le centre d'Alès et le centre de Et dans Nîmes. le fond, c'est la fusion du centre de Nîmes et d'Alès A entraîné. qui ont entraîné la fusion. la fusion que d'une CAS. Il y en a savait ce Il était venu à Alès plusieurs jours justement pour voir ce qu'on faisait. Oui. Donc c'était un peu une preuve que là-bas il y avait des problèmes. Je ne sais pas s'il faut voir à Alès le fait que ceux qui avaient créé la CMCS étaient des cadres, aussi bien chef comptable que chef du personnel, ce qui leur donnait plus de facilité pour mettre en route un système quand même un peu compliqué pour gérer du personnel et créer des activités. Voilà. Et pour mémoire aussi, je crois qu'il est important de dire que le rôle des cadres quand même, parce que la CGT avait créé le GNEC, elle avait créé un syndicat de cadres pour élargir au maximum le potentiel des cadres, pour qu'ils participent tous à la création de la nationalisation, qui est vraiment un élan que l'ouvrier et le cadre se mettent tous en route pour développer la nouvelle EDF et la nationalisation, qui partait des entreprises, et en même temps mettre en place le statut. Et donc, grâce au GNEC, on avait quand même des cadres qui étaient militants et qui défendaient les objectifs sociaux de cet aspect. Alors, la mise en place effectivement des CMCS, elle fut quand même rapidement perturbée, alors que c'était quand même lent à mettre en route, par la remise en cause du CCOS par le patronat en 1951. Et il a fallu de nombreuses luttes pour effectivement aboutir à arrêter cette confiscation en 1955. Mais là encore, c'est pas parce qu'on avait obtenu l'arrêt de la confiscation sur papier, il a fallu poursuivre la lutte jusqu'en 1964 pour que ça soit effectif et soit créé le CCOS qui lui était géré par les seuls syndicats. Le par et le pour, ça a toujours été notre slogan. Et quel regard tu as, bon, tu viens d'en parler, mais quel regard tu as sur cette question, quoi? Ah, c'est un combat. Le par et le pour, c'est un combat permanent. Parce que la nature de l'humain, c'est de se faire porter. Consommer, quoi. C'est beaucoup plus facile de participer et de ne pas s'impliquer que de réellement mettre la main à la pâte. Et donc c'est un combat. Il a fallu chaque fois se battre à tous les niveaux. La démocratie interne, quand je parle des assemblées de CMCS, je parle des assemblées de SLEI, je veux dire, quel est ton regard et le recul? La démocratie interne, bon, on peut la critiquer, mais c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de magnifique et je pense que on a peu d'exemples ailleurs dans notre entreprise de ce qui s'est fait en matière de démocratie dans les industries électriques et gazières. Hein, parce que, bon, c'est évident que quand on faisait des grosses réunions de SLV, hein, je pense au SLV de Verdun, c'est pas facile pour un agent de prendre la parole quand on n'est pas habitué à prendre la parole en public. Hein. Et donc, il fallait savoir un petit peu poser les problèmes pour faire en sorte que le débat puisse avoir lieu sur tel et tel sujet. Mais
c'était pas quelque chose de facile, mais je pense quand même que de ce point de vue, c'est inestimable, quoi, je crois. Et en même temps, c'était un peu pollué par le débat syndical, c'est-à-dire chacun défendant ses stratégies, et on avait par exemple peu de temps pour parler de la CCAS, pour parler des activités. Le social seul n'existe pas. Je pense que le social, dans nos industries, il est également syndical. Parce que sans la bataille permanente menée pour les moyens, pour le respect des statuts, il faut encore remercier ceux qui nous ont précédés. Je pense que la machine patronale aurait vite mis le grappin sur les activités. D'ailleurs, elle l'a fait à une époque. Ce qu'elle a fait à une époque, pendant une longue période. On peine à ce qui est effectivement des bénéficiaires qui s'engagent sur le par ou le pour la simple et bonne raison, c'est que pour s'engager presque, je dirais que même si c'est pas le concept de l'écriture du projet, quand quelqu'un s'engage dans la réflexion et dans la proposition de mettre en œuvre un projet pour les électricités et gaziers, enfin pour les bénéficiaires des activités sociales, c'est souvent quelqu'un qui s'est investi à minima dans la SLEI. À mon sens, moi, il est difficile parce on a pêché, on pêche et on pêchera encore sur quelque chose de fondamental, c'est l'émancipation de l'être humain via la formation. Aujourd'hui, on est beaucoup plus éduqué par la télévision quotidienne que par la presse syndicale ou que par les formations IFOREP ou d'autres formations que l'on pouvait mettre en place, ou tous les événementiels qu'on a pu mettre en place au sein de la CMCS. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a ce recul vers du par et du pour. Moi je dis juste une chose en termes d'activité sociale décentralisée, mais aussi en termes de vacances en général, c'est que si on perd cette singularité-là, qui est de dire que c'est bien parce qu'on a des électriciens partout sur le territoire français que l'on arrivera à faire des activités, des projets d'activités ou des vacances qui sont autres que ce que l'on pourra trouver dans des grandes associations ou entreprises du tourisme social ou commercial. Notre singularité, elle est celle-là. Avant, quand j'étais secrétaire général avec Bruno, ça a été de relancer l'activité au Mas de Thoraz. Mais de relancer l'activité au Mas de Thoraz, on pouvait le faire qu'avec des autochtones. C'est bien parce qu'on a des collègues qui étaient à Vauvert et qui connaissaient le tissu de la course camarguaise qui nous permettait d'avoir des portes d'entrée à tel endroit, tel madame, ou tel endroit ou tel endroit. Mais ça, on pourra le faire que avec les électriciens et gaziers sur tout le territoire national. Et si on perd ça, et si on perd cette identité, donc singularité, qui est effectivement de pouvoir faire des rencontres qu'on ne fera jamais avec d'autres partenaires du tourisme social et d'autres du tourisme marchand, malheureusement on perd notre singularité là-dessus. La notion du par et du pour, je trouve que dans les instances, quelles qu'elles soient, on en parle beaucoup, mais on ne prend aucune mesure incitative pour le par et le pour. Alors, par exemple, la CCAS qui demande à Philatélie nationale de faire des ateliers d'été dans les cas de vacances pour les jeunes. Sur la réunion d'accueil, le seul à parler du par et du pour, ça a été moi. Les prestataires extérieurs ne parlent pas du par et du pour. Normal, ils sont là pour gagner leur beefsteak, c'est bon. Par contre, que les animateurs qui travaillent pour la CCAS, le responsable n'en parle pas, Qui a été le premier à lancer l'idée de faire une fête du sport. Et c'est compliqué de mettre tout le monde en mouvement parce que chacun est dans son activité et fédérer tout ce monde semble quand même compliqué, quoi. Ça n'a pas été le plus dur, ça, je pense pas, non. Lorsqu'on a réalisé les fêtes du sport, je crois
on a eu beaucoup de... Parce que, qu'on le veuille ou non, quelle que soit l'organisation syndicale à laquelle appartient l'agent, ou même s'il n'y en a pas, les gens qui étaient impliqués dans les activités ont bien ressenti la nécessité de se montrer, de montrer leur savoir-faire et d'essayer de recruter par ce biais. Et donc, chaque fois qu'on a fait les fêtes du sport, ça a attiré du monde. Nous, on avait organisé 2 finales nationales de cyclisme. À l'époque, maintenant, la forme a été modifiée, ça je le comprends très bien, les manifestations évoluent. Le cyclisme a quand même été toujours un sport populaire, hein, et nous on avait une section qui fonctionnait assez bien, et qui organisait, hein, on organisait 4 courses dans l'année, on a même eu organisé jusqu'à 5 ou 6 courses. Le prix de l'énergie. Entre autres, le prix de l'énergie qui n'en était qu'une, hein, parce qu'on a eu organisé au Vigan, on a eu organisé de partout, hein, en s'appuyant sur des camarades qui étaient bien implantés. Et on s'approchait des mairies et on se faisait financer une course cycliste. On avait organisé aussi les manifestations cyclotouristes. Et ça, on l'avait délégué à la section cyclotouriste d'Alès qui s'était montée. Et là, j'avais un peu poussé à l'époque. Mais ils étaient une bonne trentaine, la section cyclotouriste d'Alès. On avait organisé les finales nationales qui se faisaient sur un même endroit à l'époque. Hein. Non, il y en avait plusieurs. Il y en avait 2 ou 3. Hein. Il y en avait 2 à l'époque. Moi, j'ai d'excellents souvenirs de cette période passée à la CMCS de Nîmes, et dès le début des années 80, puisque je suis arrivé quand le complexe Les Courbiers a été bâti. Et au sein de ce complexe Les Courbiers, il y avait des terrains de tennis, et à l'époque, c'était la grande vague du tennis. Donc on a commencé sur une activité qui était poussée par une vague, on n'avait qu'à surfer dessus. Les terrains que nous offrait la CMCS étaient très bienvenus. Il y avait une demande énorme. Les rares clubs autour étaient complètement surchargés de demandes d'adhésion. Il y avait des listes d'attente. Donc on a très très bien marché. Après, toujours sur l'élan, on était intéressé avec des collègues à la voile, qu'on a pratiqué sur Port-Camargue d'abord, avec l'école de voile de Port-Camargue, puis ensuite sur Marseille, hein, où je crois que tu vas souvent, à partir du port de la Pointe-Rouge. On a fait des week-ends, mais de rêve, quoi. Après, on a eu le golf, qui marche toujours encore, donc qui répondait bien à une question. Au début, on était dans les toutes premières associations régionales, corpo. Un petit peu plus restreint, c'est les sports aériens. Je dirais qu'on a travaillé avec le niveau national, l'aéroclub national d'électriciens et gaziers, où d'ailleurs Bruno Grégoire a créé la première section de sports aériens à Nîmes, et existait en parachutisme, donc on l'a développé sur le pilotage, à la fois avion et ULM. Et cette histoire a continué puisque c'est Fabien Maury qui en 2008 nous a obtenu de la part de l'ANEG la dotation d'un ULM d'occasion, mais qui volait, d'un ULM donc sur la CMCS de Nîmes. Parce qu'en gros une activité elle marche bien, c'est une large part de bénévolat. Oh oui. Parce que ça fait économiser, mais maximum quoi. Nous, notre prix de l'heure de vol, il est, on le dit pas quoi. On le dit surtout pas quoi. Ça ferait, il est moitié moins que le plus petit de ceux qu'on trouvera à l'extérieur. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'il y a du travail bénévole dedans. Tu as pu passer le relais toi, quand tu as modifié tes activités quoi. Alors oui, ça c'est un truc qu'il faut absolument préparer. Voilà, ouais. Ouais, c'est le principe, personne n'est indispensable et il faut que voilà, derrière ça puisse continuer. Donc au tennis, on a été très content que c'était les filles, hein, les féminines hein, qui ont repris la section et très très bien et très sérieusement avec Sylvie Fauchien qui est toujours présidente et qui est, comment dire, qui l'a fait avec un grand dévouement. Quoi. On était responsable des activités sociales et on était responsable
de la mise en route du régime spécial. Le régime spécial des électriciens et gaziers, qui était géré par les CMCS, c'était la part sécu et la part mutuelle, la part complémentaire. Donc c'était quand même quelque chose de très lourd, et c'était de très lourd en matière de gestion, parce qu'il y avait un système de cotisation qui nous était reversé par l'employeur, par salarial et par patronal, qui était des fois un peu lent, qui nous prenait des retards de 2-3 semaines sur notre trésorerie, par rapport à la réalité des dépenses. En même temps, on était un petit régime, même s'il y avait beaucoup de salariés qui n'avaient pas les mêmes espaces tampons que la sécurité sociale en volume, d'où effectivement souvent des problèmes de trésorerie et donc des retards. Et en même temps, on avait un réseau de tiers payants qui était énorme, qu'au fil des temps, nos prédécesseurs avaient négocié avec le corps médical, avec les cliniques, avec les pharmacies. Et ce tiers payant, les grandes pharmacies le vivaient mal. Alors, elles essayaient de se servir de nos quelques jours de retard là, qu'on avait en trésorerie pour dire oui, mais écoutez, le tiers payant, on va l'annuler. En fait, les petites pharmacies ne nous posaient pas de problème, mais les 5 grosses pharmacies qui, au niveau du Gard, qui elles tiennent de l'argent parce qu'ils sont propriétaires, eux en faisaient une histoire politique contre le tiers payant. Chose que nous revivons actuellement aussi en ce moment où on explique que le tiers payant, ça serait que les gens ne prennent pas conscience de combien coûte la santé, etc. N'empêche que c'est un outil extraordinaire, dans le sens que les gens ne font pas à l'avance, et à partir de là, ça permet de se soigner sans contrainte, sans dire je retarde mes soins parce que j'ai pas d'argent. Et ça, c'était quand même quelque chose de merveilleux. Et puis, il faut dire qu'on est passé de... il y a eu une véritable révolution au niveau de l'aspect mutualiste. On avait des correspondants, les correspondants sécu en fait, qui étaient CM16, c'était quelqu'un qui avait des heures pour mener une activité de correspondant. Il n'y avait pas que nous, parce que ça existait aussi au niveau de la sécurité sociale, ces correspondants. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était payé en liquide. Il n'y avait pas d'obligation de chèque. Tu étais payé en liquide. Donc, à partir de là, on ne pouvait pas t'envoyer quoi que ce soit. Et puis en même temps, les gens, ils étaient un petit peu loin, etc. Ils n'avaient pas les moyens de déplacement. Et il y avait les correspondants qui se déplaçaient, y compris chez les retraités, pour aller payer directement les remboursements dans les familles. Correspondants de SLV. Correspondants de SLV, mais correspondants sécu. Ils étaient correspondants surtout pour la partie sécu et mutualiste. Bien sûr, à côté, ils avaient une autre activité. Et donc, on est passé de ça à ce que les gens soient payés par chèque, donc ce qui était déjà une autre organisation, et en même temps donc, que les remboursements se fassent par chèque. On est passé par la mécanographie, c'est-à-dire comme ce qu'on voit dans quand les métiers à soie, là, les cartes là, avec des trous qu'il fallait perforer, qui permettaient, qui était quand même un système relativement lourd. Et puis on est passé à l'informatique basique et une informatique compliquée. Ça a été une révolution pour le personnel quand même, il faut bien le voir, avec des angoisses, des formations importantes, nous-mêmes se créer les logiciels pour pouvoir répondre aux besoins. Donc c'était quand même quelque chose... et en même temps, on était toujours dans la proximité. Et avoir la CMCS, c'était la proximité, c'était la réponse permanente aux personnes en direct. Et ça, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, l'inquiétude qu'on peut avoir avec la révolution informatique qui est maintenant Internet, c'est qu'effectivement, il n'y a plus de proximité. Avec la nouvelle caisse Camieg, mais tout est centralisé. On a des permanences avec une antenne qui viennent, mais qui n'ont pas pouvoir de régler. Et on nous dit aujourd'hui, l'IGAS nous dit, il faut fermer ces permanences parce que vous avez la Sécu qui elle-même est décentralisée et à côté de chez vous. Ce qui est entièrement faux, puisque par exemple, la Sécu du chemin bas est en train d'être supprimée. C'est-à-dire qu'eux aussi centralisent. C'est-à-dire on nous dit allez à la Sécu parce que vous aurez la proximité, mais en fait la proximité disparaît aussi à côté à la Sécu. Donc c'est un piège à con qu'on est en train de nous proposer. Voilà, et en même temps, cette richesse dans la gestion de la Sécu, elle nous a ouvert des portes extraordinaires. Elle nous a ouvert des portes extraordinaires parce qu'on a été obligé de s'occuper de la mutualité, et puisqu'on était nous-mêmes mutuels. Ça veut dire qu'il a fallu que nous fassions une intrusion, en quelque sorte, dans le monde de la mutualité française, qui était assez réformiste. Et nous sommes rentrés, nous, venant de comités d'entreprise et d'une gestion de caisse qui était gérée par des syndicats, CGT majoritaires. Alors vous vous doutez que dans ces réunions,
on n'avait pas obligatoirement les mêmes objectifs pour la Sécu. La mutuelle voulait grossir sur le dos de la Sécu, comme à l'origine en 1947, et nous, on a toujours revendiqué le retour à 100% à la Sécu. Donc il y avait déjà des contradictions, qui fait qu'on a créé une mutuelle des travailleurs qui était concurrente et différente sur le fond, et qu'on a été expulsé, un certain nombre. Moi j'ai été expulsé de l'Union départementale mutualiste du Gard, de la mutualité française. Après il y a eu une réunification bien longtemps, mais au-delà de ces aspects effectivement qui sont plus politiques mais qui existent, qu'il ne faut pas nier, il y avait quand même dans tout ce mouvement mutualiste la volonté de créer des œuvres sociales. Les œuvres sociales, c'était des centres de santé décentralisés, c'était des centres dentaires, c'était la création de maisons de retraite, enfin tout le panel de l'action sanitaire et sociale. Et donc ça nous a mené d'abord à y participer, puisqu'on a lourdement participé à la création du centre de santé de la rue Georges Braque, qui aujourd'hui est un centre de quartier, où il y a tout le chemin bas qui y va, et donc une population qui est plutôt en difficulté, et où il y a le tiers payant intégral, continue à avoir le tiers payant intégral, même pour le médecin, ce qui n'est pas rien pour ces gens-là. Et puis en même temps, donc, on a participé à la gestion d'œuvres sociales, ça veut dire que ça nous a amené aussi à nous améliorer sur ces questions de la gestion, et sur ces questions globalement de l'action sanitaire et sociale. Et ça nous a élevé les militants à un tel point qu'en 1983, quand il y a eu les dernières élections de la Sécu, eh bien, effectivement, des agents EDF, des syndicalistes CGT, il y en avait beaucoup dans les conseils. Via Rouge a atterri à la CAF. Moi, j'étais à la Caisse de Sécurité Sociale. J'ai terminé à la CRAM, qui est la CARSA actuellement, la Caisse de Retraite. J'ai fait 20 ans administrateur dans ces organismes. Ça veut dire qu'on avait des militants qui étaient aguerris, parce qu'aller dans ces lieux-là, où il y a le paritarisme, avec moitié de patrons qui sont là pour nous bouffer, et des syndicalistes divisés et en accord avec le patronat dans le cadre de convention, la CGT était là pour apporter notre voix et défendre les salariés, faire évoluer les remboursements. Et il ne suffit pas d'avoir des idées politiques, il faut avoir des éléments quand même concrets, etc. Et ces éléments concrets, on les avait appris dans la gestion et dans le fonctionnement des CMCS, ce qui était une grande école pour ces militants. Il y avait également les réunions de SLV qu'il fallait régulièrement provoquer, et où il y avait, quand on voit ce qui s'est passé après, où il y avait encore une bonne participation des collègues. Mais il faut reconnaître que les difficultés de trésorerie mutualiste alimentaient l'essentiel des débats. Quel est ton regard sur les SLV de l'époque, sur leur fonctionnement? Bon, ça, pour effectivement pouvoir comparer après avec ce qui se passe aujourd'hui. Je suis arrivé, ouais, effectivement, je crois qu'il y avait 24 SLV. De 24, on a dû passer à 19, de 19 à 16, et à la fin, je crois qu'on est passé de 16 à 9. Mais très franchement, 24 SLV sur le territoire de la CNCS de Nîmes, déjà dans les années 2000, 24, il y en avait, il devait y en avoir au moins 3 ou 4 ou 5 qui déjà ne fonctionnaient plus, qui étaient sur le papier, mais qui en réalité ne proposaient pratiquement rien aux bénéficiaires. Après, il y a eu l'évolution des entreprises qui ont fait qu'effectivement, on a fermé des sites, on a réduit du personnel. Donc c'était difficile de maintenir une SLV parce que déjà il fallait colonner les actifs par organisation syndicale pour mener la structure. Donc on a effectivement diminué le nombre de SLV au fil du temps. Moi je pense que ça a été fait à chaque fois à peu près intelligemment, en respectant les territoires, en respectant les différentes cultures. L'effet marquant pour ce qui me concerne en tant que secrétaire, puis ensuite de vice-président, ça a été surtout l'animation des SLV et comment faire en sorte que les SLV se prennent davantage en charge, y compris dans toutes les activités. Et on avait fait pas mal de réunions d'ailleurs avec pour pouvoir leur donner les moyens, y compris financiers, dans la mesure où elles nous proposaient des plans concrets, soit sportifs, soit culturels ou autres. Et ainsi développer les activités dans les SLV, qui au départ n'étaient vraiment pas, sur Nîmes, qui n'étaient pas développées du tout. Dans les SLV, les 3/4 ne demandaient pas de budget. Tu te rappelles, hein? Et donc, on avait décidé
en conseil d'administration, et très démocratiquement, qu'on allouerait une somme forfaitaire, pas forfaitaire, à chaque SLV qu'elles avaient à disposition, de façon à ce qu'elles puissent développer des activités. Ces SLV, oui, elles se sont quand même bien reconnues et bien structurées. Et on en avait beaucoup, dont certaines étaient toutes petites. Je pense à Pied-de-Borne, par exemple, où il y avait une vingtaine d'agents à l'époque. Ouais. Oui, et les agents étaient impliqués dans les fêtes SLV. Bien sûr que les agents étaient impliqués. Alors, ça a commencé, ces sommes qu'on mettait à disposition, ça a commencé par des activités conviviales, souvent. C'était une sortie et un repas. Et puis d'autres ont demandé parfois d'aller plus loin, ont commencé à organiser des petits voyages, des choses comme ça. À ce moment-là, pour les activités sociales, avant c'était ceux qui envoyaient les premiers leurs demandes pour les vacances d'été qui étaient affectés. Ça c'était du temps du CCOS. Hein. Là, il y avait eu ils avaient mis sur ordinateur et c'était en fonction des critères qui sont à peu près les mêmes maintenant. Donc du coefficient social et tout ça, qui rentrait en jeu. Et puis aussi, il y avait beaucoup d'activités à la CSC parce qu'il y avait beaucoup de sorties d'enfants. C'était régulier les sorties d'enfants. La commission de jeunesse, c'était important. Il y avait sorties à la neige, les colonies de vacances, où c'était nombreux à partir en colonie de vacances à cette époque-là. Le sport aussi. Le sport, oui. Il y avait surtout, à ce moment-là, le Gazélec Nîmes avait remporté le championnat Nîmes-Ville. Alès avait monté une équipe. D'ailleurs, on avait fait un match d'ouverture entre Alès et Nîmes pour se rencontrer. Il y avait des boules, oui. Tous les samedis, il y avait les concours de boules. Alors, on jouait sur le boulevard Jean Jaurès, on jouait dans les subdivisions. À tour de rôle, il y avait chaque samedi, on allait jouer dans une subdivision. Même les districts, des fois. Et les districts aussi, oui. Districts, subdivisions, tout ça. Il y avait beaucoup de concours de boules. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Des bibliothèques. Il y a une bibliothèque à Alès, il y avait une bibliothèque à Nîmes. On l'avait mis à la rue de l'Horloge, à l'étage au-dessus, justement. Oui, puis après il y a eu l'achat du Mazetoras et les centres aérés. Avant l'achat du Mazetoras, il y avait un centre aéré qui s'était formé, qu'on avait formé là-bas, sur la route Anduze. Avec le père Doma. Avec le père Émilien Doma. Et on avait acheté un car. C'était Ponsoda d'Alès qui venait faire le chauffeur et qui amenait tous les enfants de Nîmes et de la région jusqu'au centre aéré. On a mis en place l'utilisation du 1% justement vers des bénéficiaires autres que ceux qui étaient utilisateurs des activités physiques et sportives et culturelles dans le cercle nîmois, parce qu'effectivement on avait des bénéficiaires au Vigan, dans les Cévennes ou encore vers Bagnoles ou Pont-Saint-Esprit, même Beaucaire, où il n'y avait pas forcément de section sportive, il n'y avait pas d'association de loisirs ou d'association culturelle, donc d'accès au cinéma, au théâtre et aux différentes activités sportives. On avait créé ce système qui permettait de pallier à ça et de compenser financièrement cet aspect-là. La CCS avait créé l'IFOREP, qui était un organisme de formation pour les salariés et pour les élus. Cet organisme donc a été quand même d'un apport extraordinaire dans le développement des militants individuels. Alors grâce à ces formations, on a pu être créateur d'activités par opposition à aujourd'hui l'achat de prestations qui se fait quand même de façon très, très développée. Alors pour ne citer que les plus importantes, une initiative ludique pour les jeunes à Thoras, au Mazetoras, où les parents ont créé des ateliers pour expliquer leur métier. Et puis une autre encore plus lourde qui a été de faire une exposition labellisée bicentenaire de la Révolution, où à partir de 3 stages, avec des historiens, Nîmois, nous avons créé une exposition Courbis, maire de Nîmes, du pain pour les Nîmois. Et ça aussi, donc apprendre à faire des expositions nous a été utile. Donc je crois que c'est important de voir qu'à côté des développements d'activités culturelles, on s'était donné des outils pour effectivement les animer de façon convenable. Je dormais
dans ta mémoire, et tu m'oubliais, Temps trotté dans la tête des collègues de la commission agriculture de l'ACS l'idée de mise en valeur d'un certain nombre de potentialités créatives des agents, et ceci motivé par deux éléments. Le premier, c'est cette démagogie de la culture de star, de la culture grand spectacle, qui n'est pas, à notre avis, la seule culture existante. Donc, se rapprocher des agents et essayer de leur faire découvrir d'une part qu'ils sont créateurs et de faire découvrir aux autres aussi qu'il y a des créateurs dans la maison. Ça, c'est la première motivation. Et puis la deuxième, qui est un phénomène qui nous préoccupe énormément, c'est cet individualisme à tout crin qui nous est présenté comme un remède à tous nos maux. Donc à partir de ces deux motivations, nous avons pensé que le moyen le plus adapté était peut-être de faire une exposition rassemblant justement les créations des agents de notre entreprise et de leur famille. C'est nos objectifs, je les appellerai gigognes. Le premier est effectivement de rassembler un maximum de créations de qualité, et je crois que là nous avons réussi, mais ce n'était pas le seul. Le deuxième objectif était de mettre en rapport les créateurs eux-mêmes, qui travaillent sur le même moyen ou le même moyen d'expression, mais aussi les créateurs avec d'autres agents qui ne sont pas créateurs et qui risquent de le devenir rapidement, qui vont peut-être franchir le pas à cette occasion. Le troisième, qui dépend de ces deux premiers, était à plus long terme. Pourrions-nous pas créer des sections agriculture qui n'existent pas à partir de cette exposition ? Que ce soit la section peinture, une section dessin, une section sculpture, bon, enfin toutes ces sections qui encore n'existent pas, et c'était notre objectif à moyen terme. Et puis nous avons d'autres objectifs qui sont beaucoup plus loin, qui sont une création d'œuvres collectives par exemple, au Mas de Thouars, sur le grand mur de notre institution CAS. On a commencé à vouloir avoir un timbre sur Irène et Frédéric Joliot-Curie. Donc je me suis investi dans le thème d'Irène et Frédéric Joliot-Curie. Après j'ai fait un personnage que tout le monde connaît, c'est Marcel Paul, puisque après on avait obtenu Frédéric et Irène Joliot-Curie. Marcel Paul étant décédé, on s'est branché sur Marcel Paul. On l'a eu avec beaucoup de peine, mais on l'a eu quand même. Et à côté de ça, la philatélie étant très très vaste et très très culturelle, je me suis branché sur Jules Verne. Alors pourquoi Jules Verne? Parce que sur Monaco, il y avait beaucoup de thèmes de Jules Verne. La commission jeunesse, donc, était dirigée par Maurice Fayet. Et Maurice Fayet, en 68, je crois, a été élu adjoint au maire. Étant élu adjoint au maire, il a été obligé d'abandonner. Il travaillait au CRT à l'époque. Il travaillait au CRT. Il était contre-maître au CRT. Oui, là, il était déjà détaché. Il était déjà détaché à titre syndical, il s'occupait encore de la commission jeunesse. Donc dès qu'il a été élu adjoint au maire, Émile Jourdan, Maurice Fayet m'a demandé de prendre la présidence de la commission jeunesse. Je me rappelle de quelque chose de très important qui ne vous a peut-être pas marqué, mais pour moi ça a été sublime. C'est la première organisation que j'ai faite pour sortir 250 enfants à Marseille avec un train spécial. J'avais prévu ça sur une journée, et je vous assure que ça a été un travail considérable avec tous mes collègues, parce qu'il a fallu trouver, je crois, une cinquantaine de responsables, puisqu'on faisait des équipes de 10. Il a fallu louer un train spécial, c'était d'ailleurs un autorail, et donc 250 et 50, nous étions 300 personnes, et ça pour moi, passer ce journée à Marseille, avec tous ces enfants et tous ces animateurs, pour moi c'est un souvenir inoubliable. Et je regrette une chose, c'est que je n'ai pas trouvé une seule photo de cette journée. Donc le bénévolat fonctionnait bien, quoi. Mais le bénévolat a toujours fonctionné, nous étions tous des bénévoles, ça c'est... Jamais personne n'a demandé quelque chose. Tout le contraire, moi, puisque tout à l'heure vous le disiez, j'étais chef de service, et bien, si je ne pouvais pas venir dans la journée, je passais le soir, je restais un petit peu le soir, quand il fallait signer la trésorerie, je passais le soir signer, tu t'en rappelles,
C'était le bénévolat, il n'y avait pas de problème. Quelque temps auparavant, on avait formé le club des jeunes. Hein. Très important, Lucie, quand même, à réunir, je ne sais pas moi, une trentaine de jeunes adolescents. Alors on ne voulait pas les prendre trop jeunes, en principe on les prenait entre 15 ans et 20 ans, ou 18 ans peut-être. On était à la rue de l'Horloge encore, on se réunissait, ils avaient décoré un local, je ne sais pas si... le club des jeunes, ça c'était quelque chose d'important. La présidente c'était Nicole, je ne me rappelle plus. C'était que des fils d'agents, c'était très intéressant, mais je ne sais même pas ce qu'ils ont fait, je ne me rappelle pas d'ailleurs, parce que c'était leur organisation, quoi. Mais simplement, nous étions le support technique, le support moral, quoi. Ils savaient à qui parler. Mais sur le volet de la jeunesse, on a fait à la CMCS de Nîmes quelque chose d'inédit, c'est qu'on a été la première CMCS à mettre en place une colo 4-5 ans. La colo 4-5 ans, on l'a faite à Vauvert. Et c'était la première colo 4-5 ans que l'on a faite, que l'on a effectivement fait filmer, on a fait un reportage dessus par les copains de la vidéo de Nîmes pour justement promouvoir ce nouveau projet, cette activité qui avait bien pris, puisque y compris ensuite la CCS s'est emparée de cette innovation. Et donc de proposer des colos 4-5 ans au niveau national. Et ça, je pense que c'était un beau projet qu'on a bien mené. C'était tout petit, je crois que ça devait être 3 nuits à l'extérieur du domicile pour les enfants, mais c'était un beau projet. Voilà, les colos 4-5 ans, un très très beau projet mis en place par la CMCS de Nîmes pour la première fois dans l'histoire des activités sociales. J'ai été élu dans les années, je pense, de 93 à 2000, j'ai fait 3 mandats jusqu'en 2002. En fait, le but était de remplacer Henri Crochet-Pierre à la présidence de la commission pensionnée. La commission des pensionnés, c'était surtout des voyages. Je n'allais pas dans les voyages, mais les autres, eux, oui, ils y allaient. Ils étaient un certain nombre là, et attention, ils savaient ce qui s'y passait, ils le géraient beaucoup, et moi j'étais là en tant que j'organisais, j'étais responsable, j'organisais, mais bon, c'est vrai que sans eux j'aurais rien fait, hein. C'était surtout l'équipe, hein. Et ça j'ai beaucoup apprécié. Ça. Le Gazélec sportif gardois avait 34 sections d'activité, 1500 adhérents, dont 750 ouvrant-droit et ayant droit. Donc je trouve que c'était extraordinaire, c'était énorme. Et au niveau du département, on était le 2e club le plus important derrière la SPTT. En 96-98, au niveau de la commission sport, on avait intensifié notre réflexion parce qu'on s'était dit, à cette époque-là, les clubs, les associations adhérentes au Gazélec, étaient retombées à 24. Et la moyenne qu'on avait obtenue de participation des ouvrants-droit dans les sections d'activité sportive, c'était 25% d'ouvrants-droit. Le reste, c'était des extérieurs. Ça faisait poser question quand même. Et on avait également, là aussi je m'en souviens, lors de l'Assemblée Générale de SLV, notamment c'était à Ramon, il y avait Beaucaire, il était revenu les questions de l'utilisation du 1% des activités sociales dans le sport. Beaucoup disaient que c'était injuste que le 1% des activités sociales soit autant utilisé par les extérieurs que par les ouvrants-droit et les ayants droit. À juste raison d'ailleurs. Là aussi avait été abordée la question de la cotisation. On disait, c'est pas normal que les extérieurs cotisent la même chose que les ouvrants-droit et ayants droit. Encore ça s'est modifié au fil du temps. Après il y avait une répartition qui était plus juste, c'était normal. Il y en a un qui se rappelle de la période où on se battait pour mettre une veuve au conseil d'administration à titre consultatif, puisqu'on avait une levée de bouclier. Pas qu'une fois, hein. Oui. Une levée de bouclier des autres organisations syndicales qui ne souhaitaient pas que la démocratie aille jusque-là. Une fois, on a fait quand même une élection, un bureau, on a fait aux élections de CMCS, on a fait un bureau pour les veuves.
et avait été élu à cette époque-là Pauline Gressot. On a des photos. Qui était venue au conseil d'administration à titre consultatif, c'est-à-dire pour qu'on la consulte et puis c'est tout, quoi. Aligner ce que ça veut dire, qui siégeait, donc elle en a fait 2-3 guerres plus, parce qu'aussitôt on a été menacé du tribunal, ça a été un tollé pas possible de certaines organisations syndicales, pas la CGT, hein, mais... Quand on regarde ceux qui avaient les principales responsabilités, c'était souvent des militants. Et ce n'était pas le fait que la CGT veuille s'accaparer tous les postes de responsabilité. Non, c'est parce qu'ils avaient l'esprit d'entreprise, si je puis dire, au niveau du secteur social, de façon à le faire vivre, à le faire prospérer et à faire participer tout ce qui... Voilà. C'est vrai qu'au sein des entreprises, il y a une compétition syndicale entre les différentes organisations. Effectivement, c'est sanctionné par des élections à intervalles réguliers. Dans le domaine des activités, si tu veux, c'est un domaine qui est hors de la compétition syndicale auquel se livrent les différentes organisations. Oui, c'est la réponse aux besoins, prioritairement. Là, on est sur le plan des arguments de campagne, quelque part, électorale, qui vise à des élections sur... type CMCS. Forcément, dans ces campagnes, il va y avoir des angles d'attaque qui vont être cherchés. Et voilà. Oui, inévitablement. Alors en général, ce qu'on observe quand même, c'est que le gars qui est à côté de l'activité ou qui y participe est plutôt pour l'activité. Celui qui en fait pas du tout, qui mettra jamais le pied, lui, il est plutôt contre. Donc, B t'expliquera qu'il faut vendre tout ça. Alors que A dira, ah non, mais on s'en sert un peu quand même. Nous vivons dans ces années 2017, aujourd'hui, nous vivons des attaques sans précédent qui profitent effectivement du démantèlement de l'entreprise que nous n'avons pas souhaité et qui effectivement est en train de remettre en cause le volet social. Donc à partir de cette mémoire que nous avons tracée, je crois que l'important c'est de se dire, si vous voulez que les CMCS durent encore 70 ans, il va falloir vous en occuper. Il va falloir donc participer aux activités et il va falloir les défendre socialement, syndicalement, au quotidien. C'est vrai que nos activités, elles n'ont vécu que par le par et le pour, c'est-à-dire la participation des agents à sa défense au quotidien, ce qui a été quand même un combat en soi pour arriver à le mener encore en état aujourd'hui, et en même temps pour créer des activités sociales dans le cadre de développement de l'individu. Et en même temps, il faut bien dire que les activités sociales, c'est du salaire socialisé, donc il faut s'en servir, il faut l'user. Je veux dire, ça fait partie de nos conditions de travail, c'est lié à notre travail. Et il est évident que c'est en se servant peut-être modestement de cette mémoire que vous pourrez demain développer les luttes pour qu'effectivement, encore dans 70 ans, on puisse faire un nouveau film.